Alors, nous abordons la deuxième partie de cette matinée, très dense. La première partie vous a passionné, à en croire les questions que vous avez posées. Nous sommes dans la continuité de ce cycle du médicament. Nous avons parlé ce matin de l'impact environnemental, de la manière dont il était pris en compte au stade de la production des médicaments, même au stade de leur conception. On a parlé d'éco-conception. On a également regardé ce qu'il en était du point de vue de l'usage des médicaments, et c'était la table ronde précédente, passionnante, avec les prescripteurs, les dispensateurs, le hazard score qui aura beaucoup marqué les esprits. Je crois qu'il faut en retenir surtout le mot hasard, mais je dis cela évidemment de manière volontairement provocatrice, il est extrêmement pertinent ce qu'il nous interroge sur la hiérarchie des choix que j'évoquais dans mon introduction et en ce qu'il nous oblige aussi. On aura l'occasion d'y revenir à la conclusion. Et nous continuons à dérouler notre programme en parlant cette fois de la diminution de l'impact environnemental des médicaments liés aux résidus et aux déchets. Je laisse sans plus tarder Jean-Pierre Thierry, qui est conseiller médical de France Asso Santé, qui nous fait l'amitié, Jean-Pierre, de suivre les travaux de la BUM depuis plusieurs années maintenant. Jean-Pierre, je te laisse introduire ta table ronde. Merci Eric. Alors merci à la BUM, effectivement, j'ai un peu un statut d'observateur, mais suffisamment engagé pour être invité à modérer cette table ronde. Et je ne regrette pas parce qu'effectivement, c'est à la fois passionnant, éclairant. On comprend que c'est un grand chantier qui s'ouvre, mais qu'en partie a déjà été ouvert et on l'a vu avec les intervenants. Et donc sans plus attendre, alors on a l'honneur dans cette maison, qui est la leur, d'avoir deux personnes de la Direction Générale de la Santé. Et je ne sais pas si ça a vraiment été présenté avant ce que vous allez faire, puisque le titre de votre intervention, c'est « Bilan du plan national sur les résidus de médicaments dans les eaux ». Alors, si vous vous souvenez bien, ce matin, on a beaucoup entendu parler de pollution des eaux, donc on est parfaitement en ligne avec des enjeux assez considérables, en fin de compte, on s'en est aperçu, qui sont posés. Je voudrais juste dire, à titre préliminaire, que France Asso Santé, ça représente les usagers. Et effectivement, l'eau, ça devient un thème vraiment important pour les usagers, pour plusieurs raisons. Dans l'actualité, parce que on a le spectre de pénurie, et aussi parce qu'il n'y a pas que les particules fines, il n'y a pas que d'autres pollutions. Il y a de plus en plus d'interrogations. Et Nathalie avait posé une question d'un intervenant sur les perturbateurs endocriniens dans nos rivières et leur effet. On est revenu à plusieurs reprises. Donc, on va vous écouter avec attention. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Et je vais commencer vraiment par remercier tous les organisateurs de ce forum qui est vraiment très bien organisé et très intéressant. Le bon usage du médicament, évidemment, c'est un sujet très important pour nous. Avec Isabelle, on appartient à la DGS et on appartient au bureau du médicament. Donc forcément, le bon usage, c'est capital. Et quand on dit bon usage, et on l'a bien vu avec toutes les discussions qu'il y a eu plus tôt, on parle évidemment de répondre aux besoins au plus près des patients, mais maintenant, on parle aussi à un bon usage qui fait qu'on impacte moins l'environnement. Donc il y a eu des actions depuis un petit bout de temps, et ça a été dit aussi dans le contexte des antibiotiques pour éviter l'antibiorésistance, donc limiter l'impact des antibiotiques dans l'environnement. Mais on voit que le sujet monte, vous en avez déjà pas mal parlé, et le sujet monte au niveau réglementaire. Et c'est pareil, ça a été évoqué ce matin, ça fait partie de beaucoup de modifications qui sont prévues dans la révision de la législation pharma. Et là, je vais plutôt focuser notre discussion sur, parce que c'est ce qui a été demandé, sur les résidus dans l'eau, des médicaments dans l'eau et tous les textes qui sont autour de l'eau. Donc, je vais commencer par vous présenter quelques slides rapidement pour lister en fait les textes qui existent au niveau européen et comment ils se traduisent au niveau français. Et puis, je terminerai juste par une petite
diapo pour rappeler que la semaine dernière, on a quand même présenté une présentation d'une feuille de route pour la planification écologique du système de santé. Donc c'est quand même important que vous soyez bien au courant tous, surtout que dans la partie, comme on est sur une table ronde diminution de l'impact lié aux résidus et aux déchets, vous verrez que dans cette feuille de route, il y a pas mal d'actions qui sont prévues à cet effet. Voilà, donc je vais commencer les slides. Donc là, c'était la slide de présentation. Et donc, d'abord, les directives européennes sur l'eau. Alors, on a choisi, avec Isabelle, de vous parler que des directives qui sont celles qui sont mentionnées comme référence dans la révision d'une législation pharma. Alors, ce matin, vous avez évoqué la DRU. Donc, elle n'est pas là. S'il y a besoin, vous pourrez rajouter une petite question dessus. Mais là, on a choisi de parler des textes européens qui sont donc des textes qui sont sur la partie environnementale et qui ont jusqu'ici, donc il y avait une directive cadre sur l'eau, c'est le texte mère qui comme on dit en bon français, set de scene, donc c'est un grand principe. Et puis après, il y a deux directives filles qui sont associées. Une directive sur la protection de l'eau souterraine, donc regardez la qualité de l'eau souterraine, et en surface avec la deuxième directive filles, directive établissant les normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau. Donc ça, c'est ce qui existe actuellement comme directive. Et dans ces directives, il y a des listes de produits à surveiller. Et jusqu'ici, il n'y avait aucune substance pharmaceutique. Cependant, il y a un projet de refonte de ces deux directives et dans ce projet de refonte, qui est en discussion au niveau européen, il y a des molécules pharmaceutiques qui sont listées. Alors, dans les molécules qui sont listées, plus précisément, dans la directive souterraine, il y a 3 produits listés, 2 antiépileptiques et 1 antibiotique. Et dans celle sur l'eau de surface, il y a 9 produits. Avec 2. Alors, on retrouve les catégories qui ont été déjà discutées ce matin, sans surprise. Donc, il y a 2 AINS, 3 antibiotiques, 1 antiépileptique et 3 hormones. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qui est en train d'être discuté à l'Europe et comment ça peut s'inscrire au niveau du droit français. Ces directives qui donc existent déjà sont transposées en droit français à travers 3 arrêtés. Un arrêté qui établit le programme de surveillance de l'état des eaux, un arrêté qui établit les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et les tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines. Et un dernier arrêté qui est relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. Voilà, donc ça, c'est les 3 textes français qui sont revus tous les 6 ans. Et donc, on s'attend, lorsque les débats les discussions seront terminées au niveau européen, à une application potentielle des directives européennes en 2028. Voilà, donc on voit que le sujet monte, on voit que, comme on l'a discuté tout au long de la matinée, les substances pharmaceutiques ne deviennent plus des substances à part, qu'on ne considère plus dans l'environnement. De là à dire que toute la liste qui est prévue dans un projet sera gardée, on ne peut pas vous en dire plus. Il faut attendre les discussions au niveau européen et voilà. Donc ça, c'était juste pour une revue de ce qui est au niveau réglementaire. Et pour ce qui est de nos actions au niveau du ministère, en cours ou planifiées, donc on a lancé, la semaine dernière a été lancée donc la feuille de route planification écologie du système de santé. Et là, on vous a remis sur cette diapositive juste les 2 objectifs qui ont un lien avec diminuer l'impact lié aux déchets. Et donc, il y a l'objectif 3 où transformer et accompagner les pratiques vers les soins
éco-responsable dès 2023. Donc on a vu là qu'il y a déjà des anesthésistes qui ont déjà des pratiques très éco-responsables. Mais voilà, donc il y a des exemples assez intéressants, très concrets dans cette feuille de route que vous pourrez lire avec des exemples régionaux, locaux, qui sont inspirants sûrement. Et puis le dernier objectif 4, accélérer la réduction des déchets et leur valorisation d'ici 2030 et optimiser le périmètre d'Asri pour limiter le plus possible dès 2024. Et donc là, on est vraiment dans recycler, réutiliser. Et je pense qu'en fait, je vais terminer là-dessus, mais je pense que ça fera une transition parfaite avec les deux autres interlocuteurs, puisqu'on reparle de recyclage et on parle de réutilisation et on a des beaux exemples qui vont être partagés. Belle transition, effectivement. Alors avant de passer la parole à monsieur Thierry Moreau-Desfarges, on a vu des pionniers, on a vu des cadres se mettre en place, mais alors Cyclamed, en fin de compte, c'est assez connu, ça existe depuis longtemps, et c'est un acteur d'un autre volet important, qui est donc l'économie circulaire. Nous avons une autre présentation sur l'économie circulaire juste après vous. Mais donc, vous faites partie des pionniers encore, monsieur Moreau-Desfarges ? Alors Cyclamed, d'abord, c'est l'industrie pharmaceutique qui, en 1994, donc en 1993, pour une publication officielle des textes en 1994, qui a été l'instigateur de la signature et de la conclusion de la création de Cyclamed. Il y a effectivement, le 6 avril 1994, Simone Veil, Madame Lucette Michaud-Chevry et Michel Barnier signaient la convention qui créait Cyclamed. Donc vous voyez que il y a 30 ans, on a vraiment pris l'initiative, et là, il faut tirer un coup de chapeau. Et je voudrais profiter de mon intervention pour, et vous le verrez, pour défendre, non pas l'industrie pharmaceutique, parce qu'elle n'en a pas besoin, mais pour vanter les grandes qualités qu'elle a fait, ce qu'ils ont fait depuis un certain nombre d'années. Donc Cyclamed, alors c'est les médicaments à usage humain uniquement en ville. On ne parle pas de l'hôpital, et on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, et on n'en a pas parlé, je comprends que ce ne soit pas le débat, des médicaments vétérinaires. Parce que les médicaments vétérinaires, c'est une sacrée source de pollution. Avec des quantités autrement significatives que chez l'homme. Mais bon, c'est un autre débat, et je comprends qu'on n'en parle pas. Donc, je voudrais qu'on projette ma première... Je vais prendre le slide. J'ai un slide, finalement, que je vais projeter. Voilà, les 30 ans. Voilà, c'est celui-là. Depuis ce matin... j'ai entendu parler de gâchis, de gaspillage, etc. Je souhaiterais que l'on cesse d'utiliser ces mots. Ces mots sont plus tellement adaptés parce que d'abord, si vous constatez sur cette courbe, vous voyez que depuis 20 ans, la consommation pharmaceutique, donc les achats de médicaments faits par le public dans les officines, sur prescription ou pas sur prescription, ne cesse de baisser. On est passé de 3,250 milliards de boîtes à 2,6 milliards, c'est certes en 2020 parce qu'il y avait la crise de la Covid, on est remonté un petit peu ces derniers temps, mais il y a une baisse significative. N'oubliez pas qu'entre-temps, la population elle est passée de 62 millions à 68 millions. Ce qui veut dire que la consommation par habitant, elle est passée de 52 boîtes à 42 boîtes. Alors, ce n'est pas à moi de juger si c'est bien ou mal, parce qu'effectivement, on peut dire que 42, c'est peut-être encore trop. Mais en tout cas, le constat est là, nous achetons de moins en moins de médicaments. Et pourquoi ? Parce que les médecins prescrivent mieux, parce que les pharmaciens délivrent mieux, et parce que les patients aussi prennent mieux leur traitement, etc. En plus, il y a eu des changements significatifs dans la composition du marché. Souvenons-nous, alors vous êtes tous beaucoup plus jeunes que moi, donc il n'y a pas de problème, mais vous n'avez pas connu les vasoprotecteurs, vous n'avez pas connu les vasodilatateurs. Hein, donc le Daflon, le Cyclotron, le Tanacan, heureusement. Il faut se souvenir que ces produits-là étaient vendus pour chacun d'entre eux, en gros, à 1 million de boîtes par mois, avec un service médical rendu sur lequel se sont posées pas mal de questions qui font qu'ils ont été quand même à terme déremboursés. Et ils ont été remplacés par quoi ? Ils ont été remplacés, alors pas pathologie par pathologie, hein, mais par des vraies innovations thérapeutiques. Je prends une seule classe que j'aime bien, qui sont les anti-TNF-alpha, hein, le Lumira, le Stellara, etc. Ces produits-là, ils sont pris par les patients. Ils sont pris par les patients parce que ces médicaments, le mot, je le mets entre guillemets, guérissent, entre guillemets. Ce sont des médicaments, des vraies innovations thérapeutiques. Donc, on retrouve de moins en moins de médicaments dans les cartons Cyclamed. Alors, c'est vrai que notre récolte, parallèlement, elle baisse. Nous récupérons de moins en moins de médicaments non utilisés. Alors, vous allez me dire, mais vous êtes nuls chez Cyclamed. Vous ne faites pas votre boulot. Qu'est-ce que vous faites auprès des pharmaciens ? Qu'est-ce que vous faites auprès des patients ? Eh bien non, je crois que depuis quelques années, effectivement, cette stabilité
Et cette tendance à la baisse de la récupération des médicaments non utilisés, elle est le constat donc, de cette moindre consommation. Alors, il y a des spécificités. Et je voudrais revenir sur un point qui nous alarme beaucoup, qui est le débat qu'on a entre aujourd'hui avec le ministère de l'Environnement, notamment sur les DROMCOM. On nous dit très clairement, vous devez récupérer autant de médicaments utilisés dans les DROMCOM qu'en métropole. Alors là, je dis, moi, je ne sais pas comment je fais. J'étais à Mayotte il n'y a pas très longtemps. D'abord, il faut savoir qu'à Mayotte, en moyenne France, on est à 40 boîtes par habitant et par an. À Mayotte, c'est 10. Donc, il n'y a pas de médicaments. Ils en vendent peu. Ensuite, vous avez à Mayotte une population que vous connaissez, on en voit souvent les articles aujourd'hui. C'est combien? 250 000 habitants officiellement? Pas loin de 500 000 officieusement. Et les quelques médicaments non utilisés qui restent, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, je n'ai pas à juger. Eh bien, ils partent dans des circuits parallèles. Ils partent dans des circuits parallèles. Et c'est logique. Parce que ces gens-là ont l'impression qu'ils ne bénéficient pas de médicaments. Donc, ils échellent, ils se les redistribuent. C'est sans doute un mésusage, ça, on est d'accord. Mais est-ce que c'est mal? D'un point de vue santé publique, on peut dire que oui. D'un point de vue santé individuelle, c'est peut-être pas inutile de redonner un médicament à quelqu'un qui va pouvoir l'utiliser. Maintenant, il sera-t-il bien utilisé, etc. Donc, c'est un vrai changement qu'il faut prendre en considération. Donc, ce changement de la consommation, il est important. Alors, maintenant, d'un autre côté, l'industrie pharmaceutique, elle fait aussi des efforts énormes, et je pense sur Cyclamed, en particulier sur le bilan carbone. Nous avons un bilan carbone en termes de transport, par exemple, qui est assez intéressant. Depuis le début de la création de Cyclamed, ce sont les grossistes répartiteurs qui livrent les médicaments, qui les rapportent chez eux. Donc, on ne crée pas de deuxième circuit. Et dans les semaines qui viennent, nous allons nous transformer une partie de notre circuit, puisque nous avions 197 bennes chez les grossistes répartiteurs qui stockent les MNU avant qu'elles partent en valorisation énergétique. Bien, demain, une cinquantaine de ces bennes seront transformées en compacteurs, qui permettra donc de récupérer pratiquement 2 fois plus de médicaments non utilisés, donc de diminuer le taux de rotation des bennes par 2. Vous voyez, donc là, ce sont des actions très indirectes, mais qui finalement sont à mettre au crédit de l'industrie pharmaceutique, parce que c'est elle qui finance le système, et je crois qu'il ne faut pas oublier ce genre de choses. Donc voilà des points qui me paraissent très importants. Et puis enfin, je voudrais revenir sur le chiffre de tout à l'heure, on a parlé de 2% liés à l'industrie et de 98% liés aux patients. Oui, le patient, malheureusement, tant qu'il pissera, pardonnez-moi l'expression... Entre les deux, il y a le prescripteur. Hein. Oui, bien sûr. Mais le patient, entre les deux, finalement, il a son médicament. Malheureusement, il le prend, je dirais heureusement, il le prend, car son observance est de plus en plus améliorée. Et ces médicaments, il les rejette. Donc, ils sont rejetés dans les eaux. Et donc, la pollution, elle n'est pas la pollution de l'industrie pharmaceutique au sens où souvent beaucoup de gens le sous-entendent. Quand on voit certaines émissions, on dit que l'industrie pollue. Non. On pollue indirectement parce que pour le moment, on a des plus grandes difficultés à faire des molécules éco-conçues. Et le rapport bénéfice-risque est d'abord le premier critère d'évaluation. Peut-être que dans les années à venir, le rapport environnemental deviendra un point important. Cela dit, ce sera très long, très coûteux et très difficile à mettre en place. Voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup, monsieur. Une remarque sur cette courbe. Alors d'abord, elle est intéressante parce qu'on voit la baisse de la consommation liée à les années de pandémie et le rattrapage. Mais cela dit, vous savez, l'idéal, s'il y a un ministère de la Prévention, c'est de voir ces courbes encore baisser, en fait. Parce que ça veut dire que l'état de santé de la population, si l'état de santé de la population s'améliore, notamment sur les maladies à prévention, qu'on sait adresser à travers des options non médicamenteuses en premier lieu, on devrait voir accélérer cette baisse de la consommation. Et à l'intérieur des classes, d'autres classes de médicaments innovants vont évidemment augmenter globalement. Donc je dirais c'est un peu hasardeux de voir de façon négative la baisse de consommation de médicaments. Non, moi je la vois de façon positive. Puisque pour si vous en recyclez moins. J'ai une question là-dessus. Oui. Quelles sont les classes qui sont les plus recyclées? Alors, je ne peux pas vous dire exactement parce que nous n'avons pas d'études de caractérisation au sens classique du terme qui viserait à identifier ce qu'il y a dans tous les cartons. Par contre, nous faisons des sondages. Oui. Chaque année, nous allons voir 5 grossistes répartiteurs et moi j'y vais et on vide des bennes et on regarde ce qu'il y a dans les bennes. Assez curieusement, j'ai assez surpris, le premier médicament, les premiers médicaments qu'on trouve dans les bennes, c'est quoi pour vous? Paracétamol. Paracétamol, Dafalgan, Efferalgan, Doliprane. C'est une passion nationale. C'est pas compliqué. Pourquoi? Il y a 2 choses. D'abord, il faut quand même se rendre compte que le marché pharmaceutique sur 2 milliards, on va dire pour prendre des chiffres ronds, 2 milliards 800 millions de boîtes, il y a 700 millions de Dortalgique. Donc il y a un quart du marché qui est lié.
malheureusement, il y a la probabilité pour qu'on trouve du paracétamol, elle est plus élevée. La deuxième chose, c'est qu'on voit que dans le marché de l'antalgie, on est sur un marché qui est un peu ambigu, et on en avait discuté ensemble lors de la préparation de cette réunion, qui est, est-ce qu'on ne délivre pas trop d'antalgiques? Personnellement, mais ça c'est une position personnelle, pour moi on devrait rationaliser la prescription des antalgiques, être plus ferme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un malade cancéreux, on vous délivre vos 10, 12 ou 14 boîtes de Doliprane. Et il est clair aujourd'hui que les patients ne prennent pas leur Doliprane. Et pourquoi? Parce que dans le cadre de la douleur, en tout cas c'est la perception que nous avons, je demande à ce qu'elle soit corrigée, beaucoup de gens vous disent « oui j'ai mal, mais j'ai pas tellement mal. J'attends demain quand j'aurai plus mal pour prendre mon médicament. » Bon, et donc, il stocke son médicament. Et on retrouve des quantités assez significatives, parce que c'est souvent lié à des patients qui ont acheté de grandes quantités, qui étaient prescrites à juste titre, mais qui ne sont pas utilisées. On sait, je vais reprendre l'exemple, que dans le cas des pompes à morphine, à l'hôpital, c'est le cas. Hein. On sait que les patients n'utilisent pas la quantité de morphine auquel ils ont droit, entre guillemets. Donc il y a peut-être des ajustements. Moi, les ajustements que je vois, c'est clairement un changement des dates de péremption. Clairement. On a imposé à l'industrie il y a quelques années de passer de 5 à 3 ans dans le cadre de textes européens. Revenons à 5 ans. La majorité des pharmaciens y ont droit. Et je pense que ça pourrait être fait facilement. La deuxième chose, c'est sans doute, alors ça c'est mon dada, mais je sais que peu de gens le partagent, c'est revenons à la prescription à la semaine ou en multiples de semaines. Je suis désolé, mais les boîtes de 30 ne sont pas adaptées. Je crois qu'il y a une initiative dans le centre de la France, sur le plateau d'Émile Vache, qui va dans ce sens d'ailleurs, qui est assez révolutionnaire. Merci monsieur. Donc je vais passer la parole à Patrick Emiel, donc, qui représente une entreprise dont on parle beaucoup en ce moment, Novo Nordisk. Et donc, bien sûr. On ne va pas tellement parler des médicaments qui arrivent, mais de ceux qui sont déjà sur le marché depuis assez longtemps. Et vous avez une initiative de recyclage, je dirais d'économie circulaire, tout à fait intéressante que vous allez nous présenter. Oui, tout à fait. Et merci d'ailleurs aux organisateurs de la BUM de m'avoir invité à parler de ce projet, cette initiative, on va dire d'économie circulaire, qu'on a travaillé d'ailleurs avec certaines personnes ici présentes. Et nous sommes dans les locaux du ministère de la Santé, donc bien placés pour le savoir. Alors, je ne vais pas vous parler de Novo. Alors, ça, c'est pas moi. Je ne vais pas vous parler de Novo, on en parle beaucoup apparemment, comme tu dis, donc je ne vais pas le refaire. Simplement pour vous dire, voilà, on est spécialisé dans tout ce qui est maladies chroniques, diabète, obésité, hormones de croissance, maladies rares. Et donc, raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'on est fort utilisateur de stylos injecteurs. On a un autre point important, c'est qu'on a au travers de notre compagnie une stratégie environnementale qui a été établie en 2019 et qui vise en gros à être carbone neutre en 2030, avec 3 piliers essentiels, d'ailleurs qui ont déjà été évoqués ce matin. Et comme beaucoup d'entreprises, on n'est pas les seuls, c'est pas innovant, mais en tout cas ça fait partie des points importants soulevés. La circular supply qui en gros vise à travailler avec des partenaires qui partagent le même esprit, qui sont engagés comme nous, qui ont des pratiques d'éco-responsabilité, ou en tout cas de les accompagner pour justement maîtriser leur empreinte environnementale. Ensuite, on a la Circulaire Company. Donc là, c'est en gros réinventer nos activités pour minimiser la consommation de ressources et la production de déchets. Donc c'est ce qu'on met en place, par exemple, sur nos sites de production avec les chaudières biomasse, en cadre de la transition écologique. Enfin, Circular Product pour essayer de trouver de nouvelles façons de concevoir les produits qui soient 100% réutilisables et recyclables. Alors pourquoi c'est important? C'est parce que dans le monde, on fournit à peu près 600 millions de stylos injecteurs. En France, 25 millions de stylos Novo sont utilisés ou en tout cas commercialisés. Et ils sont recyclables à peu près à 85%. Donc notre volonté, c'était de se dire qu'est-ce que font ces produits chez les patients, qu'est-ce que font les patients diabétiques, les patients atteints d'hormones de croissance, enfin utilisant l'hormone de croissance ou également des patients obèses, que font-ils de leur stylo? À un moment donné, on s'est retrouvé un peu dans on va dire une impasse, un no man's land où il y avait d'un côté Dastri, qui s'occupait de tout ce qui était produits à risque infectieux, notamment tout ce qui était piquant, coupant, tranchant. Je suis bien placé, j'en suis administrateur également. Et il y avait de l'autre côté Thierry avec Cyclamed. Et puis au milieu, il y avait rien. Et on s'est dit, que font les patients? Comment les aider? Comment contribuer en tant qu'entreprise éco-responsable? Et faire en sorte un cycle naturel des produits et de leur utilisation.
Donc, qu'est-ce que fait le patient chez lui après s'être injecté ou de l'insuline ou d'autres GLP-1 ou autres produits aux hormones de croissance, etc. Eh bien, en général, il le met dans les ordures ménagères. Donc, en gros, c'est soit incinéré, soit mis en benne. Donc, on a décidé, à un moment donné, d'avoir l'initiative de passer par France Expérimentation pour justement, alors c'est une on va dire une entité qui dépend de la direction interministérielle de la transformation publique, également de la DGE, et avec lesquels il y a une grande collaboration avec différentes directions administratives, également ministères. Je vais y revenir. Et France Expérimentation permet de, en gros, lever toutes les barrières, enfin normalement lever les barrières administratives, réglementaires, légales, qui permettent justement de mettre en place un projet tel que celui-ci. On a mis justement en place Réturpen, et Réturpen, c'est ce qu'on a appelé notre programme de collecte et de recyclage. On a dû travailler longuement pendant 2 ans. On y est finalement arrivé. La DGS a fait un gros travail, je dois reconnaître. On s'est vu moult fois pendant ces deux années. Et ça a fini par un décret en Conseil d'État qui nous a permis en fait la collecte et le recyclage de stylo-injecteurs en autotraitement. Ça veut dire que tout le monde, tous les laboratoires qui voudraient le faire peuvent le faire. Après, il y a eu un arrêté qui a été publié également au journal officiel, un arrêté pour justement, en gros, expliquer les modalités et la façon dont on peut candidater pour justement être autorisé à mettre un programme tel que celui-ci en place. Et enfin, un dernier arrêté qui était le fait d'attribuer, par exemple dans notre cas, à Novo Nordisk, la possibilité de faire cette collecte et ce recyclage. Donc pourquoi c'est important ? Eh bien tout simplement parce que on ne peut pas arriver à faire ça tout seul. Déjà, on a des partenaires, on est soutenu par les associations de patients. On est également soutenu par Alphega, qui est membre de Healthcare Alliance Santé, qui justement est un regroupement de pharmacies. Les pharmacies sont très importantes, elles jouent un rôle primordial, puisqu'elles vont aider justement à convaincre le patient d'avoir une démarche. La démarche, elle peut se faire de 2 façons. Je vais y revenir après. La démarche peut se faire de 2 façons. Soit, effectivement, aller auprès de sa pharmacie et déposer une enveloppe qu'il aura récupérée auparavant de manière à donner les stylos. On fournit un collecteur aux officines qui font partie du programme et ensuite c'est dirigé vers le grossiste, lequel l'envoie vers Orléans, où on a un centre qui va ensuite envoyer ça au Danemark, puisque c'est là que nous recyclons ces produits. Et enfin, et tu me dis si je suis un peu long, hein, mais c'est tellement intéressant et je suis passionné, donc je continue. Et il y a une autre démarche, c'est les enveloppes affranchies, préaffranchies, qu'effectivement on peut commander sur un site qui s'appelle returpen.fr et sur lequel effectivement eh bien, les patients peuvent eux-mêmes demander à avoir des enveloppes. On leur fournit, ils mettent leur stylo, ils les renvoient, ça arrive à Orléans et là pareil, ça part pour un tour de recyclage au Danemark. Merci. Donc on voit dans toute cette matinée que quelque chose se met en place, même si des choses préexistaient, on l'a vu avec Cyclamed évidemment. Tout ça participe d'une démarche vertueuse, mais je dirais qui est de plus en plus perçue dans la population comme totalement indispensable. Alors pour 2 raisons qu'on a vues. C'est d'abord, on a un spectre de décroissance lié à la raréfaction de l'énergie fossile. Donc, c'est des thèses développées par le Shift Project qui trouvent un écho dans la jeune génération. Vous savez, qui a même tendance un peu à radicaliser son action pour que les comportements changent plus vite. Et puis, il y a une notion un peu compliquée qui est celle de l'évaluation des risques. On en a parlé, c'est-à-dire la balance bénéfice-risque. Sur ces aspects, si on prend des cas concrets en France, alors je voulais revenir un peu, il y a eu le Doliprane, mais surtout les antibiotiques, il y a une notion en radioprotection qu'on appelle aussi bas que raisonnablement possible. Et donc, pour vous, quelles seraient les priorités en termes de marge de manœuvre, à la fois pour réduire l'impact carbone, et puis c'est un autre sujet que je voulais aborder avec vous aussi, c'est sur les risques directs sur la santé, dans une optique One Health, que ce soit sur l'écosystème et sur les personnes liées justement à la pollution, notamment des eaux, etc. Et puis, si vous pouvez préciser, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, quels sont les acteurs qui vont éclairer, qui vont mieux
nous permettre de nous connaître le niveau de risque qu'on va mettre en face des bénéfices qu'apportent les médicaments. Peut-être je vais commencer par les représentants de la Direction générale de la santé. Ce n'est pas du tout fait pour vous piéger, hein. Puis après, peut-être il y aura des questions, Nathalie, ou de la salle. Rapidement. Ça fonctionne ? Oui, ok. En fait, donc pour les acteurs, pour cette question-là, les acteurs qui pourraient nous aider à mieux connaître les niveaux de risque, forcément, c'est tous les travaux que vont mener et les autorités de santé, que ce soit l'Agence nationale du médicament au niveau national, hein, la Haute Autorité de Santé, et puis après l'impact qu'il y aura, enfin, la prise en compte qui sera faite au niveau du prix, et bien sûr après tout ce qui va être mis en place au niveau européen, puisque la nouvelle réglementation va mieux prendre en compte l'évaluation de l'impact environnemental. Et donc, les industriels vont apporter un peu plus de données. Tout ça va être évalué et sera partagé. Donc, il va y avoir plus de données qui vont circuler et qui pourront être mieux prises en compte dans l'utilisation, dans les achats. Et voilà. Donc, toutes vos questions, s'il y en avait plusieurs, étaient assez. La première qui était qu'est-ce qui est prioritaire à évaluer, c'était ça votre question. Et en fait, on l'a bien vu ce matin, c'est pas si facile d'y répondre. On a un début de réponse avec certains critères, celui qu'on a bien discuté ce matin, et en même temps, et on a aussi évoqué la décarbonation, et il y a aussi un travail, comme l'a souligné, je crois, Thomas Borel, que l'AM est très impliqué là-dessus, mais nous, en tout cas, au sein de la DGS, ce qu'on dit, c'est attention, un critère, ok, mais pas tout seul, parce qu'en fait, si on se focus dessus, on va avoir l'impression, et on a bien vu avec l'exemple qui était vraiment très intéressant ce matin des médecins généralistes, on a l'impression qu'on a la solution, mais si on utilise un critère et qu'à côté de ça, on pollue sur les autres, mais sans le savoir, c'est un peu le danger. Donc c'est pour ça que nous, et vous l'avez tout à fait souligné, hein, ça faisait partie des limites de l'exercice. Donc nous, notre priorité, c'est surtout de travailler sur un moyen d'avoir tous les critères réunis et sur l'ensemble du cycle de vie du médicament. Donc ça n'est pas de prioriser l'un au détriment de l'autre, c'est là le travail que l'on fait, c'est vraiment de travailler avec des experts extérieurs pour voir qu'est-ce qui est extérieur, et puis beaucoup en interministériel, puis avec l'ADEME, pour savoir quels sont les critères là, qui sont utilisés peut-être dans d'autres industries, qui pourront donc être appliqués, puisqu'on a vu que finalement, là, l'industrie pharmaceutique est très enfin, voilà, ça devient un sujet, mais ça ne l'était pas, alors que dans d'autres industries, ça l'était depuis un petit bout de temps. Donc, on essaye plutôt de savoir qu'est-ce qui est utilisé ailleurs, et pour pouvoir prendre en compte les critères de A à Z, de la production à la fin de vie, et sur tous les critères, donc l'eau, le sol. Donc, dans la partie évaluation, pardon, on a discuté ce matin de la révision de la législation pharma, qu'il y avait un sujet d'évaluation qui aura un impact sur l'AMM. Ça a bien été expliqué. J'ai apprécié l'intervention de la dame de l'Académie de pharmacie qui a précisé que ce n'est pas un critère bénéfice, comme un critère bénéfice-risque, c'est une exigence, ce qui est dans les textes actuellement, c'est une exigence de plus d'informations pour montrer que l'industriel a évalué l'impact environnemental de son médicament. C'est pas, on va dire, il a un impact, oui, non, donc il a l'AMM. C'est juste, on impose aux industriels de donner toute l'information. Donc c'est plutôt par un souci de transparence, a priori, que la Commission met ça sur le devant de la table. Donc on voit que dans ERA, donc ça fait partie de l'évaluation environnementale, il y a déjà le sol. Alors il faut que tu m'aides, Isabelle, à bien me rappeler tout, mais c'est vrai qu'il y a le BP, en l'occurrence, il y est dedans, le PVT. Mais il y a aussi l'eau, mais voilà, c'est qu'une petite partie encore. Et nous, on pense que si on réfléchit plus tard à ce que l'impact environnemental soit considéré
pour privilégier un médicament par rapport à un autre, comme vous avez pu le faire, pour éventuellement que des autorités, comme ça a été signalé ce matin, comme la HAS, recommandent un médicament par rapport à un autre, il faut prendre dans son ensemble. Ou pour qu'un hôpital choisisse par rapport à un autre, ça sera dans son ensemble. Merci. Effectivement, vous avez une tâche, vous avez bien précisé, qui est de déterminer, je dirais, le logiciel d'un cadre général. Et donc, c'est assez compliqué. Alors, pour expliciter complètement ma pensée en termes de priorité, je me demande s'il n'y a pas des synergies à trouver avec des actions spécifiques. Par exemple, la mission sur l'antibiorésistance qui est abritée par le ministère de la Santé, sachant que la consommation française est une des plus élevées dans le monde et qu'il y a sans doute de grandes marges de manœuvre pour la rationaliser. Ce que M. Moreau-Desfarges a bien donné, par exemple, en offrant peut-être une solution potentielle pour l'excès de prescription de Doliprane. Je ne suis pas sûr qu'il fasse généraliser à l'excès de traitement de la douleur sur les douleurs extrêmes, parce que quelquefois, on a une surconsommation chez les gens pas très malades et une sous-consommation chez ceux qui en auraient le plus besoin. Et alors, pour un industriel comme Novo Nordisk, on sait qu'une partie de ces stylos, d'ailleurs, ne sont pas employés, mais ils sont importants pour les porteurs de stylos. Moi-même, j'avais un enfant qui en a porté un pendant très longtemps. Mais quelle est votre approche du concept de aussi as low as reasonably achievable qu'on utilisait en radioprotection? En fait, je vous parle de la radioprotection parce qu'au début de ma carrière, j'étais co-auteur d'un article qui a mesuré l'exposition au rayonnement de l'activité radiodiagnostique, qui était à peu près 100 fois celui des centrales nucléaires. Donc il y avait à la fois des problèmes de perception et évidemment une autre approche qui est il fallait que les actes soient justifiés pour tolérer ce niveau de prescription. Et donc on a supprimé les radios du thorax systématiques qui étaient encore faites à la recherche de la tuberculose et qui servaient à rien. Oui, bon, je dis ça et en même temps... Il y a un message sur le retour du scientifique considérant que le nucléaire n'est pas la plus mauvaise des options pour décarboner le monde. Donc comment un industriel peut s'accrocher aussi, éventuellement en luttant contre ses propres intérêts, d'avoir une optimisation de la prescription de certains médicaments? Alors pas forcément en luttant contre ses propres intérêts, puisque ça fait partie vraiment d'une boucle et d'un cercle vertueux. Je pense que les industriels ont besoin de fournir des produits et en même temps de les récupérer. Je l'ai expliqué, on a eu cette démarche, mais en même temps, après, on va aller les recycler au Danemark. Alors, les recycler au Danemark, ça veut dire on a l'impression justement que la part, par exemple, transport, va prendre énormément dans le gain en CO2. En gain d'émission de CO2. Et au final, un stylo, par exemple, recyclé, c'est 10,6 grammes. Donc en gros, si on prend la région, puisqu'on est sur une région pilote, sur la région pilote estimée, ça fait à peu près 53 tonnes envisagées. Donc c'est quand même très important, et c'est là où on a notre propre responsabilité. Vous l'avez dit, après, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors nous, on a passé un partenariat avec une société norvégienne installée au Danemark, qui va justement recycler ces stylos, parce qu'on n'a pas possibilité aujourd'hui encore de faire des stylos pour des stylos, donc de recycler des stylos et d'en refaire. C'est pas possible parce qu'il y a tellement de plastiques différents, de caoutchouc, de parties intégrant les stylos que ça n'est pas possible. Pour autant, on essaye d'y travailler. Ça fait partie d'un des piliers de la circulaire que j'ai présenté tout à l'heure. En même temps, on reste pour autant à fabriquer, à le transformer dans le design, avec notamment, alors je peux vous le montrer, je l'avais préparé. Rapidement. Pas rêver. On va peut-être laisser quelques questions. Oui, bien sûr. Juste pour vous montrer, voilà ce qu'on en fait. On en fait des chaises, par exemple. Je ne l'ai pas amené avec moi, on me l'a challengé là-dessus tout à l'heure. Avec 120 stylos, on arrive à faire une chaise et on arrive à faire aussi des globes luminaires, par exemple. On a aussi d'autres choses. Mais voilà, c'est le cycle qui reprend et qui se... Ça, c'est l'implication dans ce qu'on appelle Exactement. la RSE de l'entreprise. Tout à fait. De façon concrète. Est-ce qu'il y a des questions en ligne ou de la salle ? Oui, moi j'ai une question en ligne, très concrète. Y a-t-il des réflexions en cours sur les modes alternatifs d'incinération, alternatifs à l'incinération pour valoriser les médicaments non utilisés? Alors d'abord, effectivement, pour le moment, les textes nous imposent la valorisation énergétique. Donc tous les médicaments repartent dans des unités de valorisation énergétique qui sont sur le territoire français. Pour le moment, il n'y a pas d'autre solution. Certains, alors moi je ne peux rien vous cacher, tous les 2-3 ans, j'ai un Suisse qui me téléphone et qui me dit « Je voudrais récupérer votre stock de médicaments non utilisés ». Et je lui dis « Vous allez en faire quoi ?» Il me dit ouais, « Je vais mettre ça dans un distillateur et puis je vais essayer de retrouver… » Bon, ça dure 15 secondes et puis après il raccroche et il me rappelle que 2 ans après. Donc visiblement, je crois que c'est rigoureusement impossible aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que avec la demande du déconditionnement, en tout cas
puisque nous n'avons plus les boîtes en carton et des notices, nous pouvons avoir des blisters qui contiennent puis des médicaments en vrac. Comment voulez-vous qu'on puisse envisager, enfin pour le moment, moi j'ai du mal à l'imaginer, en tout cas, mais je suis peut-être un vieux con, entre guillemets. Comment voulez-vous envisager que des comprimés de diclofénac mélangés avec des comprimés d'un antihypertenseur, mélangés avec un antidiabétique, comment extraire cela, etc. Donc aujourd'hui, la meilleure solution, c'est la valorisation énergétique. Nous, notre seul souci, c'est effectivement d'éviter qu'il y ait des algues dans les fosses d'enfouissement. Et là, c'est clair qu'il y a encore un petit peu de risque, puisque on sait qu'on récupère aujourd'hui 70% de ce que nous devrions récupérer. Mais c'est quand même déjà une bonne chose. Un chiffre. En même temps, il y a des process industriels de tri sélectif et de recyclage qu'on n'envisageait pas il y a 10 ans, qui se mettent en place en dehors de la santé. Donc vous ne pensez pas que ça peut arriver dans le secteur du médicament ? Sur les molécules, moi, ce qui me... Là, alors honnêtement, je vais vous avouer mon incompétence, et je n'irai pas plus loin. Donc, je ne sais pas. Aujourd'hui, en tout cas, à chaque fois qu'on discute avec des gens comme Veolia, comme Suez, qui sont nos partenaires, il n'y a pas de solution qui nous soit proposée. Oui, c'est des énergéticiens. Oui, alors, sur les énergéticiens, ça c'est clair. Ouais. Ça c'est clair. Merci. Autre question ? Non ? J'avais une question concernant, bonjour Alice, bienvenue, concernant la liste des médicaments ou des molécules dans les eaux de surface. Je suis étonnée que ne soient pas mentionnés les antifongiques, notamment les pesticides azolés, puisqu'il y a description de cas chez l'homme de résistance acquise dans l'environnement. Et donc ensuite on traite des aspergilloses résistantes parce que l'aspergillus était résistant et l'acquisition est environnementale. Est-ce que vous pensez que la liste peut évoluer ? Est-ce que vous avez un petit peu de solution par rapport à cette problématique ? Alors Merci. c'est toujours le problème dans les listes. Sachez que ça, on travaille tellement sur beaucoup de listes. C'est qu'on voit toujours les produits qui n'y sont pas. Très franchement, je pense que cette liste, elle n'est pas définitive. C'est un projet, ça va être discuté. Et à mon avis, la première chose qu'il va avoir, c'est pourquoi celui-là et pas l'autre. Parce que dans les listes, c'est toujours les discussions. Donc, je comprends votre interrogation et on la partage. Mais je pense que ça, il faut attendre un petit peu les discussions pour voir s'il n'y en a pas d'autres qui arrivent. Voilà. Je pense que ce qui est important, c'est de voir que déjà, il y a une liste qui comprend des substances pharmaceutiques. C'est sûr que c'est déjà une belle avancée. Merci. Peut-être qu'on... Non, Eric j'allais t'inviter à... Je pense qu'on a un petit peu dépassé, et on s'excuse. On espère avoir été aussi passionnant que les autres tables rondes, mais je crois que le pari est gagné. Vous l'avez été, nos applaudissements vont en témoigner. Pardon. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci à tous nos panélistes.